Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le penthouse, le temps d'une matinée hyper calme. On a décidé de profiter un peu après avoir visité autant de choses, on commençait un peu à fatiguer. Et de là où on était, il y avait cette lumière toute douce du matin qui passait par la fenêtre. Et j'avoue que j'ai eu comme un petit pincement au cœur en me disant que ça y est, c'était le dernier jour, le dernier vlog de cette série londonienne. Vous savez, c'est un peu ce sentiment où en fait on a hyper hâte de rentrer à la maison, mais en même temps il y a comme une routine qui s'installe dans l'endroit où vous êtes, et du coup vous avez envie de continuer à rester et de continuer à faire toutes ces visites. J'espère en tout cas que cette parenthèse anglaise vous aura plu. Pour notre petit déjeuner, nous sommes allés dans un concept un peu particulier puisque nous étions dans une ancienne église qui a été transformée en plein de petits corners de restaurants. Au fil des années, les fidèles sont de plus en plus rares et en 1974, l'église est désacralisée et reste vide durant plusieurs années avant d'être inscrite sur le registre des bâtiments à risque pendant plus de 20 ans. Elle est ensuite rénovée et on peut trouver sur près de 1500 mètres carrés des coins italiens, des burgers ou encore des endroits pour le petit-déj. Et c'est ici que nous avons choisi de rester le temps de boire un café et une petite viennoiserie, dans ce lieu hors norme qui est le Mercato situé à Mayfair. Puis nous avons déposé les valises dans un locker afin de pouvoir faire les 2 dernières visites du programme. Direction tout d'abord le musée de Sir Johnson, que je vous recommande les yeux fermés. Il y a un vestiaire dans lequel vous pouvez déposer vos affaires et c'est franchement recommandé au vu des couloirs qui sont hyper étroits. C'est un musée unique, une petite pépite nichée aux abords du charmant square londonien Lincoln Inn Fields. Se cache la demeure emplie de merveilles de l'architecte néoclassique, mais on va pas se cacher excentrique, de Sir Johnson qui est né en 1753 et qui décédera en 1837. Ce sont en tout 3 maisons qui donnent pourtant l'impression d'un musée minuscule tant les œuvres débordent de toutes parts et on appréhende l'endroit un peu comme dans un labyrinthe. On y voit des maquettes d'architecture réelle et imaginaire, un sarcophage égyptien, des bronzes de Pompéi, des morceaux de colonnes et des plâtres de toutes sortes. En gros, une collection qui sature l'espace du sol au plafond et nous fait ressentir le délicieux vertige du temps. En 1833, après une querelle familiale, il déshérite son fils et fait voter une loi faisant de sa maison un musée qui, depuis sa mort, est resté intact. Il est bon à savoir que la visite est gratuite, conformément au souhait de Sir Johnson, mais la réservation en ligne est indispensable. Puis nous avons pris la route direction la Wallace Collection, où nous y sommes restés une bonne partie de l'après-midi, car notre vol n'était que le soir. Nous avons pu profiter d'un dernier musée avant de rentrer et ça c'était trop chouette. Que dire de ce merveilleux endroit, si ce n'est qu'il faudrait des années et des années pour pouvoir admirer toute cette collection.
Au cœur de Manchester Square à Londres, dans une ancienne résidence aristocratique, on trouve un musée qui est devenu un temple de l'art. Contrairement à de nombreux grands musées nationaux, la Wallace Collection n'est pas le fruit d'acquisitions dispersées au fil des siècles. Elle est née de la passion d'une seule famille, et plus précisément d'un homme, Sir Richard Wallace. Alors, attendez, je ne sais pas si vous avez pris l'ampleur de cette information. Ceci, je le répète, est la collection d'un seul et même gars. Et pour tout vous dire, toutes les peintures ultra connues que vous voyez sur Instagram ou Pinterest, c'est lui qui les a possédées. En gros, votre Pinterest, c'est sa maison quoi. L'histoire commence à la toute fin du XVIIIe siècle. Le troisième marquis, ami du prince régent, le futur George IV, commence à s'intéresser sérieusement à l'art. Il acquiert des peintures hollandaises du XVIIe siècle, des meubles français, des bronzes dorés et de la porcelaine de Sèvres. Mais c'est son fils, Richard Seymour Conway, le quatrième marquis de Hertford, qui transforme cette passion en une collection d'une ampleur exceptionnelle. Né en 1800 et élevé principalement à Paris par sa mère après la séparation de ses parents, le quatrième marquis passe l'essentiel de sa vie en France. Il dispose d'une fortune considérable, issue de vastes domaines en Angleterre et surtout en Irlande. Cet homme, qui ne s'est jamais marié, collectionne avec une frénésie et un goût raffiné tous les objets qu'il trouve. Il achète des tableaux de maître, des meubles royaux français du XVIIIe, des porcelaines, des objets d'art de la Renaissance, etc. Il accumule tant d'œuvres que beaucoup restent en réserve, faute de place pour les exposer. Hertford House, qu'il n'habite presque jamais, sert surtout d'entrepôt. C'est complètement dingue. Les œuvres ne sont pas présentées de manière chronologique ou strictement académique, mais dans un agencement proche de celui que Wallace lui-même avait imaginé. On passe d'un salon rococo à une armurerie, d'une galerie de portraits à une salle de porcelaine. À ses côtés se trouve un jeune homme nommé Richard Wallace. Né en 1818, Wallace est considéré comme le fils illégitime du quatrième marquis. Il a été élevé à Paris dans l'entourage du marquis et de sa grand-mère. Wallace devient l'assistant et un peu l'homme à tout faire et surtout le conseiller artistique de celui qu'il appelle probablement son père. En 1870, à la mort du quatrième marquis, Richard Wallace hérite de l'ensemble de la collection non liée par le majorat, ainsi que des propriétés en France, en Angleterre et en Irlande, ce qui constitue un héritage colossal. L'année 1870 marque un tournant dramatique. Paris est assiégé par les Prussiens. Wallace, alors resté dans la capitale, se montre d'une générosité exceptionnelle. Il finance des hôpitaux, aide les pauvres et organise des distributions de nourriture. Pour ses services, il est anobli en 1871 et devient Sir Richard Wallace. Avant de quitter Paris, il offre à la ville plus d'une cinquantaine de fontaines en fonte destinées à fournir de l'eau potable gratuite aux habitants. Ces fontaines, surnommées les Wallace, existent encore aujourd'hui dans les rues de Paris,
et sont devenus un symbole de philanthropie. Et je suis sûre que vous êtes déjà passé devant sans savoir d'où venaient ces fontaines. Wallace fait venir d'énormes quantités d'œuvres depuis Paris. On raconte qu'après le siège de 1870, il aurait déclaré que sa fortune n'avait de sens que si elle servait le bien public. Sir Richard Wallace ne se contente pas de conserver l'héritage du marquis. Il enrichit la collection de manière significative. Il achète d'importants ensembles d'armes et d'armures européennes, notamment ceux du ministre des Beaux-Arts de Napoléon III. La Grande Galerie est l'espace le plus spectaculaire et le plus emblématique de la Wallace Collection. Située au premier étage, elle constitue le point culminant de la visite et rassemble les plus grands chefs-d'œuvre de peinture de maîtres anciens de la collection. C'est une vaste salle rectangulaire, haute de plafond, conçue à l'origine comme une galerie d'apparat privé. Après une restauration majeure achevée en 2014, le faux plafond a été retiré pour rouvrir la verrière d'origine. La lumière naturelle zénithale inonde désormais l'espace, révélant les couleurs des tableaux avec une intensité nouvelle. Les murs sont tendus d'un damas rouge profond qui renforce le caractère princier de la pièce et fait écho aux grandes galeries européennes du XVIIIe et XIXe siècle. L'effet est immédiatement grandiose, on passe d'espaces plus intimes à une salle qui évoque un palais. Parmi les quelques 5500 objets conservés à la Wallace Collection, certains sont devenus de véritables icônes de l'histoire de l'art. Commençons par les peintures. L'une des plus célèbres est sans doute le Cavalier riant de Frans Hals, peint en 1624. Ce portrait d'un jeune homme de 26 ans frappe par son expression vive et son regard direct. Hals y capture une énergie rare, presque photographique pour l'époque. L'œuvre est devenue l'un des symboles du musée. La collection possède également d'importants tableaux de Rembrandt, dont un portrait de son fils Titus, l'un des rares survivants de ses enfants.
Wallace meurt à Paris en 1890. Sa veuve, Lady Julie Amélie Charlotte Wallace, continue de vivre dans la maison anglaise. En 1897, respectant le souhait de son mari, elle lègue à la nation britannique l'ensemble des œuvres d'art situées au rez-de-chaussée et au premier étage de Hertford House. C'est un don extraordinaire et l'État décide d'acquérir le bâtiment pour y installer définitivement le musée. La Wallace Collection ouvre ainsi ses portes au public le 22 juin 1900. Cependant, une condition stricte accompagne ce legs. Aucune œuvre ne doit jamais quitter la collection, même pour des prêts temporaires. Pendant plus d'un siècle, cette règle a été respectée à la lettre. Ce n'est qu'en 2019 que les administrateurs ont obtenu l'autorisation de procéder à des prêts exceptionnels. Aujourd'hui, la Wallace Collection rassemble environ 5500 objets. On y trouve des tableaux de Rembrandt, Hals, Velázquez, Fragonard ou Delacroix. Depuis la réouverture de 2014, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'accrochage n'est plus strictement chronologique ni purement national. Les conservateurs ont privilégié des dialogues visuels et thématiques, avec notamment une mise en relation d'artistes et d'écoles, par exemple Reynolds face à Velázquez pour le thème de l'enfance. Mais on y voit aussi une harmonie de couleurs et de composition, avec également une présence discrète de meubles et de petites sculptures qui rappellent que ces tableaux étaient destinés à des intérieurs aristocratiques et non à un musée neutre. Cette approche conserve l'esprit d'une collection privée du XIXe siècle, tout en offrant une lecture plus dynamique. Je vous recommande vivement de faire ce musée et d'y retourner sans modération, si vous avez la chance de partir à Londres régulièrement. N'ayant pas la même portée que le National Gallery, l'endroit y est plus calme et dans certaines salles de l'étage, nous nous sommes souvent retrouvés complètement seuls, ce qui est fort agréable car on peut prendre le temps de regarder les œuvres sans se presser car il n'y a personne à côté de vous qui commence à soupirer. Ce qui est dingue quand on y pense car au vu du nombre d'œuvres connues dans ce musée, on pourrait s'attendre à y voir foule, mais pas du tout. Il reste un endroit préservé et sans trop de monde, comme au Louvre devant la Joconde par exemple. Le goût français du XVIIIe siècle est particulièrement bien représenté,
François Boucher, peintre favori de Madame de Pompadour, est présent avec plusieurs tableaux, dont des portraits de la célèbre favorite de Louis XV. Antoine Watteau, maître des fêtes galantes, figure également dans les salles, tout comme d'autres artistes de la période rococo. Tout aussi emblématique est Les hasards heureux de l'Escarpolette, plus connu sous le nom de La balançoire de Jean-Honoré Fragonard, réalisé vers 1767. Cette toile rococo montre une jeune femme en robe rose qui s'élève dans les airs, tandis qu'un amant se dissimule dans les buissons et qu'un autre personnage actionne la balançoire. Le mouvement, la lumière et le sous-entendu galant en font l'une des images les plus représentatives de l'art français du XVIIIe siècle. Ah, on arrive dans ma salle préférée. Je ne saurais vous l'expliquer, mais déjà je suis fan absolu de ce bleu au mur, je le trouve très apaisant. Ensuite, tous les tableaux présents, surtout du 18e, m'ont fasciné. Je les trouve sublimes et absolument tous inspirants et j'ai noté 2-3 références pour mes prochains costumes. Et regardez qui voilà, si vous avez suivi le 2e épisode de notre voyage, vous connaissez l'histoire malheureusement tragique de ces 2 enfants. Et quelle surprise ça a été de le voir dans ce musée. La Wallace Collection est donc le résultat d'une transmission hors du commun, d'un marquis collectionneur à son fils illégitime, puis de ce fils à sa veuve et enfin de cette veuve à la nation. Un seul homme, Sir Richard Wallace, a joué le rôle décisif de rassembler, d'enrichir et de préserver ce trésor pour le public. Aujourd'hui encore, l'entrée est gratuite, les visiteurs peuvent déambuler librement dans les salles et admirer ces œuvres rassemblées au fil de plusieurs générations et mesurer l'ampleur d'un legs qui a transformé une collection privée en un patrimoine national. Et après avoir déambulé dans toutes les pièces du musée, nous sommes allés récupérer nos valises direction l'aéroport afin de rentrer dans notre Bretagne adorée. Encore une fois, j'espère que ces épisodes à Londres vous auront plu. Cela change un peu des balles et des tutos couture. On va repartir à présent sur des événements plus récents. Merci encore d'avoir suivi cette aventure et d'être de plus en plus nombreux par ici. Moi, de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps. Cependant, Amélie Charlotte Wallace continue de vivre dans